Bonjour à tous. Nouveau podcast ce matin qui prend la suite du podcast précédent où je vous avais parlé du plan Attal contre la fraude fiscale. Je vous avais dit ce qu'on pouvait potentiellement en attendre, ce qu'on pouvait espérer, mais je vous avais aussi dit que le timing choisi était suspect. Et je voudrais continuer sur cette thématique de la fraude fiscale en vous parlant, c'est pas directement lié, mais enfin quand même un peu, des contrôles fiscaux. Je dis que c'est pas directement lié parce que c'est pas parce que vous subissez un contrôle fiscal que vous êtes forcément un fraudeur fiscal. Je ne ferai pas ce raccourci. Mais je voudrais vous parler des contrôles fiscaux parce que pour le coup, la fraude fiscale, je pense que ça c'est pas quelque chose que vous pratiquez, j'espère pas. Donc forcément, le plan Attal contre la fraude fiscale va pas forcément vous toucher directement, mais un contrôle fiscal, malheureusement, vous pouvez en subir un en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'entrepreneur, en tant que contribuable, tout simplement. Donc, il faut pas forcément s'attendre à un contrôle fiscal, mais il faut avoir en tête que ça touche pas que les autres, ça peut aussi nous toucher nous au cours de notre parcours d'investisseur, au cours de notre parcours d'entrepreneur, au cours de notre parcours de contribuable, tout simplement. J'ai assisté à pas mal de contrôles fiscaux dans ma vie professionnelle. J'ai une vision qui est une vision qui s'ancre dans l'expérience et dans la réalité du terrain. Et donc, j'aimerais bien vous partager ce matin quelques déclencheurs, quelques éléments qui mettent la puce à l'oreille du fisc, qui est ainsi poussé à vous contrôler lorsqu'il voit ces éléments, lorsqu'il se rend compte d'un certain nombre de choses, de comportements, d'habitudes, de signaux, où il se dit « Ah là, il y a peut-être un problème, on va aller contrôler ce contribuable, on va aller contrôler cet entrepreneur, on va aller contrôler cet investisseur immobilier ». Donc il y a différents signaux en fait qui peuvent déclencher des contrôles fiscaux. Ils sont assez variés, ils n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. Ils sont de différentes natures. Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que peut-être ça vous mette la puce à l'oreille justement et que bien vous preniez conscience peut-être d'un certain nombre de dangers, de dangers ou en tout cas de précautions à prendre vous concernant par rapport à votre situation. Peut-être que vous êtes justement dans un des cas que je vais énumérer et que donc le contrôle fiscal vous guette et que donc il faut l'anticiper et que donc il faut éventuellement prendre des mesures correctives dès aujourd'hui pour éviter justement d'avoir affaire à l'administration fiscale dans les mois et les années qui viennent. Alors, le premier déclencheur, enfin un des signaux, ce sont les prêts familiaux non déclarés. Alors les prêts familiaux non déclarés, c'est quoi? C'est tout simplement, ça peut être votre sœur qui vous prête de l'argent parce que vous investissez dans l'immobilier, il faut mettre 20 000 € de frais de notaire pour faire la super acquisition. Sur laquelle vous lorgnez depuis des semaines, mais vous les avez pas, les 20 000 €. Donc vous demandez à votre sœur en vitesse de vous prêter en urgence 20 000 € justement pour pouvoir injecter la somme dans les frais de notaire. Et donc, qu'est-ce que fait votre sœur? Elle vous fait un virement de 20 000 €. Sauf que qu'est-ce qui se passe derrière dans la déclaration d'impôt? Elle ne dit rien, elle ne déclare rien, vous non plus. Et puis quand vous aurez récupéré les 20 000 €, soit grâce au cachot que vous allez faire pendant le différé par exemple, ou avec la prime que va vous donner votre employeur, ou en fin d'année, ou avec les dividendes que vous allez percevoir sur votre société si vous êtes entrepreneur, eh bien vous lui rembourserez les 20 000 €, mais bon, on ne sait pas trop quand. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 10 ans. Et comme c'est votre sœur et qu'elle a confiance, elle va pas vous envoyer des lettres recommandées, des injonctions de payer, des lettres de mise en demeure, un huissier, etc., etc. Donc voilà, vous prêtez 20 000, il se passe rien, vous déclarez rien, elle non plus. Sauf que le fisc,
il peut peut-être tomber d'une manière ou d'une autre sur cette transaction de 20 000 euros et se dire c'est bizarre parce que je suis tombé sur cette transaction de 20 000 euros qui apparaît sur le relevé bancaire de monsieur puisque potentiellement il n'y a pas de secret bancaire en France, hein, donc il peut tomber sur cette transaction de 20 000 euros. Et il se trouve qu'il n'y a pas de cohérence au niveau des déclarations, puisque au niveau des déclarations fiscales, il n'y a rien vous concernant et il n'y a rien concernant, il n'y a rien sur votre déclaration fiscale à vous et il n'y a rien sur celle de votre sœur. Donc là, c'est problématique parce que ça veut dire que vous avez potentiellement caché quelque chose. Donc c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est les prêts familiaux. Il faut absolument les déclarer dans un souci de transparence fiscale et surtout dans un souci d'éviter les problèmes à l'avenir. Il y a un deuxième signal qui peut déclencher un contrôle fiscal, ce sont les variations de revenus un peu suspectes. Les variations de revenus suspectes où le fisc là va vous demander peut-être des demandes d'éclaircissement. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vous contrôler direct, hein. Il va d'abord essayer de comprendre parce que après tout il y a des entrepreneurs qui explosent et qui passent de 20 000 euros de revenus par an à 100 000. Donc bon, c'est quand même x5 sur l'année, c'est énorme. Mais j'en ai déjà rencontré plein et c'est voilà, parmi les entrepreneurs qui réussissent, c'est tout à fait commun. Donc c'est pas en soi suspect. Mais ça va pousser l'administration fiscale à essayer de comprendre. Parce que quand vos revenus sont stables, il n'y a pas forcément quelque chose à investiguer, mais quand vos revenus font x5, forcément un peu plus. Voilà. C'est à vous, dans ce cas-là, de donner les éléments qui vont permettre à l'administration fiscale de comprendre. Quand elle va comparer, par exemple, 2 déclarations d'impôt sur le revenu, 2 avis d'impôt, c'est à vous de donner les réponses à l'administration fiscale. Donc vous allez lui dire, voilà, mon chiffre d'affaires a fait x5 et comme mon revenu est proportionnel à mon chiffre d'affaires, par exemple, eh bien forcément je me suis versé plus de revenus. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus besoin, mais ça veut peut-être dire que je me suis versé plus de revenus pour emprunter davantage, pour faire baisser mon taux d'endettement, par exemple. Donc vous avez tout un tas de réponses possibles à l'administration fiscale si elle vous pose ces questions-là. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit d'augmenter ses revenus, mais sachez que ça peut interroger l'administration fiscale qui donc, à son tour, va vous interroger. Donc ça, c'était le deuxième signal. Le troisième signal qui est classique, je pense que vous n'allez pas être surpris quand je vais vous en parler, c'est celui du train de vie incohérent. L'administration fiscale peut avoir accès à vos relevés bancaires, je vous le disais tout à l'heure. Elle peut décortiquer vos revenus et décortiquer vos relevés bancaires et voir qu'en réalité, vous avez un train de vie totalement incohérent. Alors, et ça peut se faire dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser beaucoup d'argent en gagnant peu. Si par exemple, encore une fois, vous avez des prêts familiaux non déclarés qui arrivent sur votre compte bancaire, forcément, vous gagnez peu sur votre avis d'impôt, puisque vous ne déclarez pas ces prêts familiaux, mais vous dépensez beaucoup d'argent. Premier exemple. Mais ça peut aussi se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez un train de vie très comment dire, très modeste. Vous dépensez pas grand chose, vraiment la carte bleue, enfin le compte il bouge pas, il y a très peu de paiements en carte bleue qui se font, très peu de virements qui se font, très peu de prélèvements qui se font sur votre compte bancaire, et à l'inverse vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez 100 000 euros par an, 150 000, 200 000 euros par an, 70 000 euros par an, mais vous dépensez vraiment rien. Et en fait, ça, c'est typique d'un certain nombre d'entrepreneurs qui passent tout en charge. Mais quand je dis tout, c'est tout, presque tout, y compris leur loyer, sur leur boîte. Et qui donc forcément n'ont plus aucune dépense à assumer seuls, puisque quand ils partent à Ibiza en vacances, ça passe sur la boîte, le loyer passe sur la boîte, les restos, tous y passent sur la boîte, même les courses passent sur la boîte, etc., etc. Donc là, ça va déclencher un contrôle fiscal, forcément, puisque l'administration fiscale va se dire mais c'est pas possible en fait. Si le gars ne fait pas d'abus de bien social, si le gars
ses dépenses personnelles, il les paye avec son compte courant perso, c'est pas possible qu'il dépense aussi peu, alors qu'il gagne autant. Ça, c'est vraiment un déclencheur. Donc, vous voyez, ça peut vraiment se faire dans les deux sens. Une incohérence, en fait, entre les revenus et les dépenses, dans tous les cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, peut déclencher le contrôle fiscal. Donc là aussi, attention à pas faire n'importe quoi, notamment aux entrepreneurs. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ce groupe, à pas faire n'importe quoi avec sa boîte. Un loyer, on peut pas faire passer ce qu'on veut. Une partie du loyer peut passer en charge. J'en ai déjà parlé dans différents podcasts sur ce canal Telegram. Oui, mais pas tout le loyer, sauf quelques exceptions. Partir à Ibiza en vacances, ça peut pas passer sur la boîte non plus, sauf s'il y a une justification professionnelle qui permet de dire voilà, je suis allé à Ibiza pour rencontrer telle et telle personne dans le cadre de mon activité professionnelle. Là, pourquoi pas, mais encore une fois, faut avoir les preuves, les traces écrites, les mails, etc., qui le prouvent. Ça, c'est important. Donc voilà, on peut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a une société qu'on doit se croire le roi du monde et qu'on peut jouer avec la carte bleue de la société au bénéfice de la personne physique, du contribuable personne physique que nous sommes. Ça, c'est pas possible. Ensuite, bien sûr, un autre élément majeur, c'est la résidence principale. Et en fait, c'est plus, pour être très précis, c'est une résidence qui n'est pas assez principale. C'est-à-dire que vous déclarez un bien en résidence principale, surtout si vous voulez faire une plus-value. Ok, très bien, sauf que en fait, vous n'y habitez pas. Il n'y a pas de consommation d'électricité, il n'y a pas de consommation internet, il n'y a pas de consommation d'eau. Parfois même, il n'y a même pas l'eau et même pas l'électricité, c'est encore pire. Au niveau de vos relevés téléphoniques, au niveau de vos, de la traçabilité de votre téléphone, on voit que votre téléphone finalement n'a pas été dans le coin de la résidence principale depuis plusieurs mois, donc vous n'avez pas été localisé là-bas. C'est un peu problématique aussi, forcément. Donc voilà, le problème de la résidence, non pas principale, mais pas assez principale, je vais parler comme ça, eh bien c'est que justement, vous soyez redressé, notamment lorsque vous allez réaliser une plus-value. Il va y avoir un espèce de voyant qui va s'allumer, notamment pour les grosses plus-values. On dit, mais je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais en tout cas, beaucoup le disent, qu'à partir d'une vente d'1 million d'euros, par exemple, il y a forcément un voyant qui s'allume au niveau de l'administration fiscale et donc il y a très souvent un risque de contrôle fiscal, surtout si cette vente de plus d'1 million d'euros génère une plus-value pour celui qui la vend de plusieurs centaines de milliers d'euros. Forcément, si vous achetez 1 million d'euros et que vous vendez 1 million d'euros, l'administration fiscale s'en fiche complètement. Mais si vous achetez à 400 000 et que vous vendez 1 million, forcément, c'est pas la même histoire puisqu'il y a des sommes à récupérer. Et de plusieurs centaines de milliers d'euros, puisque comme vous le savez, quand vous détenez un bien en nom propre et que vous le vendez avec plus-value, vous êtes taxé à hauteur de 36,2%. Pour rappel, 19% d'impôt forfaitaire sur les plus-values de cession immobilière, plus 17,2% de prélèvements sociaux qui comprennent donc la CSG, la CRDS et les autres prélèvements sociaux, qui étaient avant à 15,5% avant Macron. Donc voilà. Ça, c'est un élément, une résidence pas assez principale, un élément déclencheur, c'est évident. Il y a toujours, pour parler d'immobilier, un IFI insuffisant qui peut être un élément déclencheur. Donc, vous allez faire votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Je le rappelle, l'impôt sur la fortune, l'ISF n'existe plus, puisque quand Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a fait son bing bang fiscal, sa révolution fiscale, il a supprimé l'ISF et instauré l'IFI. Donc, en fait, il a restreint l'ISF à l'immobilier, IFI, impôt sur la fortune immobilière. Donc, la fortune financière n'est plus taxée, mais la fortune immobilière l'est toujours, pour résumer. Et donc, si vous déclarez un IFI qui est insuffisant parce que vous avez des millions d'euros de patrimoine, 4-5 millions d'euros d'immobilier, et que vous déclarez quasiment rien du tout en IFI, c'est peut-être cohérent parce que si vous avez beaucoup de dettes, heureusement, la dette vient en déduction de votre patrimoine brut. Donc si vous avez 5 millions d'euros de dette et 6 millions d'euros d'immobilier, vous n'avez qu'1 million d'euros de patrimoine net
et comme le seuil de l'IFI c'est 1,3, eh bien vous êtes tranquille puisque vous êtes en dessous du 1,3. Mais si vous avez 6 millions d'euros d'immobilier, que vous avez 3 millions d'euros d'aide, vous êtes assujetti à l'IFI. Par ailleurs, si vous avez 6 millions d'immobilier déclarés, mais qu'en fait ça en vaut 9 sur le marché, parce que c'est la valeur de marché qui compte, donc il faut être capable d'évaluer finalement la valeur de marché de son immobilier et non pas la valeur d'acquisition, ce qui est complètement différent. Eh bien là, il y a un risque de contrôle fiscal parce que vous déclarez 6 et en fait, vous devriez déclarer 9. Je pense à un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle et notamment à une candidate en particulier, si vous voyez de qui je parle, sur laquelle on a eu des soupçons de sous-déclaration, justement parce que cette candidate, au moins la dernière présidentielle, peut-être à celle d'avant, je ne sais plus, et même peut-être encore à celle de 2012, avait déclaré un patrimoine probablement inférieur à la valeur de marché de son patrimoine. Alors je me souviens plus des suites qui avaient été données à cette affaire, mais en tout cas, il y avait eu quelques articles de presse là-dessus. Mais ce qu'a fait cette candidate, il y a beaucoup de Français qui le font en étant un peu inconscients parce que il y a un gros risque de contrôle fiscal là-dessus. Et le mieux, c'est d'être baqué par des estimations de valeur vénale établies par des agents immobiliers. Parce que si vous avez 3 agents immobiliers qui disent le bien vaut 1 million, le fisc aura du mal à vous faire dire, et en termes de... Enfin, si demain il y a une position en justice avec le fisc, ça ne sera pas défendable pour le fisc que de dire que votre bien vaut 1,5 million, vous voyez. Donc si vous avez quand même des professionnels et plusieurs qui s'accordent sur une valeur que vous déclarez, vous êtes quand même protégé parce que voilà, vous avez là une preuve professionnelle comme quoi votre bien vaut 1 million et pas 1,5 million. Bon, en tout cas, c'est sous déclaration d'IFI, c'est classique ici. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre? Oui, forcément, je devais vous le dire au début, parce que je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous, une banque étrangère. D'abord, sachez que vous avez l'obligation, au niveau fiscal, de déclarer tous les comptes que vous détenez dans des banques étrangères. Ça, c'est une obligation. Et si vous omettez cette obligation, je crois qu'il y a une amende, je crois que c'est 1 500 €, mais peut-être que c'est pas exactement ce montant-là, mais moi, personnellement, j'ai pas de compte à l'étranger, donc je connais pas très bien le sujet, les pénalités. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le principe, dans la loi, vous devez déclarer tous vos comptes à l'étranger. Et ça, c'est pareil, c'est suspect, et notamment à l'ère des crypto-monnaies. Parce que voilà, il y a pas mal de gens qui ouvrent des comptes à l'étranger, qui font des transactions en crypto-monnaie depuis ces comptes, qui gagnent de l'argent en crypto-monnaie, enfin qui font des plus-values en crypto-monnaie depuis ces comptes-là, et qui ne déclarent pas les plus-values et ne déclarent même pas, encore une fois, les comptes à l'étranger. Donc attention à ça. Et ça, c'est facile à tracer pour une banque française, enfin pour l'administration fiscale, parce que si elle a accès à votre code bancaire, elle va tout simplement regarder les transactions, elle va voir qu'il y a une transaction qui part à l'étranger de temps en temps, un virement qui part à l'étranger de temps en temps pour alimenter un compte en crypto-monnaie par exemple, et donc elle peut bien sûr vous contrôler à partir de ces virements. Donc voilà, ça c'est important. Et puis bien sûr, encore 2 autres points, toujours sur l'immobilier, on revient sur l'immobilier, la location meublée en SCI à l'impôt sur le revenu. Attention, puisque vous ne devez pas dépasser 10% de mémoire des revenus de location meublée en SCI à l'IR. Donc si vous avez une SCI à l'IR, vous pouvez faire de la location meublée, pas de problème, mais il ne faut pas que ça dépasse 10% des revenus locatifs de cette SCI. Donc je fais 100 000 € de revenus par an, je peux faire 90 000 en nu, 10 000 en meublé, mais pas 11 000 en meublé et 89 000 en nu, puisque là je suis à 11%, je dépasse le seuil. Donc attention, là aussi, risque de déclenchement de contrôle fiscal, et ça c'est facile à contrôler pour l'administration fiscale, puisque en fait aujourd'hui avec toute la traçabilité qu'il y a sur les biens immobiliers, sur la location courte durée, etc., c'est très facile pour l'administration fiscale de dire attention, de dire que sur cette SCI à l'IR, de supposer qu'il y a plus que 10% des revenus qui sont issus de la location meublée.
Et enfin, et j'en terminerai là, les pensions alimentaires abusives. Pour ceux qui ont des enfants, notamment qui ont des enfants qui sont majeurs, attention aux pensions alimentaires abusives, puisque en fait, quand les pensions alimentaires sont abusives, ça peut être considéré comme un moyen par l'administration fiscale comme un moyen pour le contribuable d'échapper à l'impôt, puisque les pensions alimentaires sont déductibles, c'est le principe en tout cas, et donc plus on verse de pensions alimentaires, moins on paye d'impôts. Donc attention à ceux qui gagnent bien leur vie, qui ont les moyens de donner des pensions alimentaires importantes à leur ex-femme par exemple, attention, parce que ça peut là aussi déclencher un contrôle fiscal. Si vous donnez 2 000 € par mois à votre ex-femme au titre de la pension alimentaire, c'est forcément différemment perçu par l'administration fiscale que si vous versez 300 ou 400 € ou 500 €, ce qui est un montant de pension alimentaire un peu plus classique, on va dire. Voilà pour les quelques éléments, je crois en avoir cité 8 en tout, ou 7, mais il y en a d'autres bien sûr, mais je pense que c'est les 7 ou 8 principaux que j'ai cités, qui sont potentiellement des déclencheurs de contrôle fiscal. Donc voilà, si ça peut vous éclairer, j'en serais ravi. Le principe, c'est que voilà, gardez toujours en tête que on peut augmenter ses connaissances en matière fiscale, en matière de cotisation sociale, en matière de prélèvements sociaux, en tant qu'entrepreneur, en tant que contribuable, en tant qu'investisseur immobilier, et il faut le faire. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais on doit toujours bien sûr rester dans les règles, rester dans l'esprit de la loi. Donc vouloir gagner plus d'argent, c'est bien. Vouloir optimiser ses revenus, c'est bien, mais attention à ne pas à travers des comportements abusifs ou en tout cas suspects, attention à ne pas donner du grain à moudre à l'administration fiscale, face à laquelle vous n'aurez ensuite plus d'arguments lors d'un contrôle fiscal. Et c'est à ça que sert aussi ce podcast, c'est à vous préparer à un certain nombre de situations et peut-être à vous alerter sur des comportements qui sont les vôtres, dont vous avez conscience, mais dont vous n'avez pas conscience, qui peuvent déclencher un contrôle fiscal. C'était ça l'intérêt de ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il fait très 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 beau à Paris, c'est un grand soleil aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Et donc, j'espère que c'est le cas partout en France. À très vite, bonne journée.